Merci. Donc voilà, moi maintenant je vais m'intéresser aux conditions matérielles du travail, de la démocratie, donc de la citoyenneté démocratique. En partant du postulat que nous vivons aujourd'hui dans une société du travail, la société nous définit et nous nous définissons nous-mêmes par cette activité humaine qui occupe la majorité de notre temps. Merci. Le travail structure donc notre architecture sociale et nos systèmes démocratiques. Notre ordre social s'étant construit au moyen de la structuration du travail, changer la société impose de changer le travail. Ainsi, la question de la radicalisation de la démocratie nous amène directement à penser la radicalisation de l'autonomie dans le travail. Le choix des termes est ici fort important. Nous parlons bien d'autonomie dans le travail et non pas au travail. Il ne s'agit pas de réfléchir aux modalités d'une représentation et de l'expression des travailleurs, mais plutôt de faire du travail une expérience démocratique, le premier lieu de la liberté dans la vie humaine. Nous tenterons ici de discerner les voies pratiques qui pourraient permettre de réconcilier travail et démocratie. Pour ce faire, nous nous pencherons sur les notions d'état social et d'allocation universelle. En effet, ces deux notions ont un même objectif de libération des activités humaines et d'émancipation des individus. C'est au regard du concept de démarchandisation du travail que nous les analyserons et essaierons de voir à quel point celles-ci sont à même d'assurer aux individus les moyens de leur autonomie. Classiquement, l'autonomie dans le travail se pense par opposition à toute forme de subordination. Néanmoins, l'autonomie a une portée bien plus politique que la simple absence de subordination individuelle. L'autonomie, étymologiquement le fait de se donner sa propre loi, n'incarne donc pas uniquement une liberté d'exécution, mais avant toute chose, une liberté de participation à l'élaboration de la loi. La pensée de Cornelius Castoriadis est particulièrement éclairante sur cette question. Pour lui, l'autonomie est un projet politique radical, une lutte pour l'émancipation individuelle et collective de l'être humain. Elle recouvre une double dimension interne et externe. Au niveau interne, l'autonomie est un rapport psychique réflexif, une conscientisation de ses choix et de ses désirs, alors subjectivés par la domination du conscient sur l'inconscient. Au niveau externe, il s'agit de l'intériorisation de l'institution sociale. Il est de ce fait important, pour préserver l'autonomie de tous, d'encadrer l'autonomie de chacun, de nous auto-limiter. L'autonomie n'accorde donc pas l'absence de contraintes formelles ou de dépendance. L'autonomie conjugue ainsi pour Castoriadis l'autonomie de l'individu et l'autonomie de la collectivité, qui n'ont de sens que prises conjointement. En effet, l'autonomie est l'opposé de l'aliénation. L'aliénation est pour Castoriadis un phénomène social systémique, masse des conditions de privation et d'oppression, comme structure solidifiée globale, matérielle et institutionnelle d'économie, de pouvoir, et d'idéologie comme induction, mystification, manipulation et violence. C'est donc au niveau de la structure de nos sociétés que se joue le projet d'autonomie. L'autonomie castoriadienne est donc un projet mêlant réflexion et action dont l'objet est l'organisation et l'orientation de la société dans un sens radicalement démocratique. Pour Castoriadis, le travail étant au cœur des relations humaines, il est le premier lieu de l'instauration de l'autonomie au moyen de la création d'un espace de liberté et de réflexion permettant la participation effective des travailleurs au pouvoir. Il s'agit d'instiller de la poiesis, la création dans l'activité de travail. La nécessité de libérer le travail est loin d'être une question contemporaine. Le travail recouvre un sens ambigu, il s'habille de 1000 significations et il est pénétré de deux énergies simultanées, l'une positive, l'autre négative. Il est ainsi à la fois labeur et création, peine et accomplissement. Il est devenu fort commun aujourd'hui de rappeler cette double dimension du travail dont nous faisons l'expérience chaque jour. Notre vision du travail est donc traversée de significations contradictoires. Il est le premier lieu de l'épanouissement et de la réalisation de soi, tout en restant une tâche plus ou moins ingrate, plus ou moins indigne et plus ou moins pénible. Alors, j'ai ni l'intention ni la prétention de définir ici et maintenant, ou même de délimiter ce qu'est le travail. C'est une question titanesque, j'ai pas le temps de le faire là maintenant, mais je vais tout de même établir quelques balises au travers d'une forme de généalogie conceptuelle de l'idée de travail dans son sens contemporain. Donc, notre vision du travail, elle est datée, elle est inscrite dans une époque et dans un lieu particulier.
En effet, le travail tel que nous nous représentons aujourd'hui est une création historique qui prend son sens dans une conception développée par l'économie politique. Ce sont ainsi les libéraux de la fin du XVIIe siècle qui ont théorisé comme forme abstraite, marchande et détachable, permettant la création de richesses. Nous retrouvons chez Adam Smith cette vision purement instrumentale du travail, qui n'est rien d'autre pour lui que la puissance humaine ou machinique capable de créer de la valeur. Le travail est dès lors théorisé comme une catégorie économique permettant la création de richesses. Il se réfère donc à toute activité permettant la création de richesses et agit comme un étalon dans la pratique de l'échange. Le prix, abstraction du concept de travail, se réfère ainsi à une quantité d'efforts transmutée en une création de valeur, elle-même transmutée en une quantité d'argent. Le travail subit ainsi une rationalisation économique qui monétarise le temps humain. Une distinction fondamentale est donc faite entre travail productif et travail improductif. Pour Smith, le seul vrai travail est donc le travail productif, matériel et vecteur d'échange. Toutefois, le travail chez Smith n'a pas uniquement que des fonctions économiques. Il jouit également de fonctions sociales. Il développe en effet une théorie de la paix sociale dont le principal support est le travail. En effet, la cohésion sociale viendrait alors de l'interdépendance des individus en vue de la satisfaction de leurs besoins. Cette satisfaction des besoins passant par les échanges marchands, la division du travail permet dès lors de pacifier les relations humaines et de répondre aux manques. Nous pouvons ainsi affirmer que Smith et les libéraux en général ont à cette époque fait du travail la réponse à la question de l'ordre social. De plus, pour les libéraux du XVIIIe siècle, le travail est le symbole de l'autonomie individuelle, car il rend les individus capables de subvenir à leurs besoins au moyen de leurs seules facultés. Locke, en effet, perçoit le travail comme une manifestation de la liberté individuelle, dont l'exercice autonome permet à tout un chacun de vivre. Par son travail, l'homme, qui est naturellement propriétaire de son corps, et par conséquent de son travail, devient le légitime propriétaire des choses jusqu'alors communes, auxquelles il a mêlé son travail. De plus, les choses n'ont pas de valeur naturellement. Seul le travail humain peut leur conférer de la valeur. La propriété joue ainsi un rôle primordial dans la pensée lockienne. Il y a identification du fait d'être soi au fait d'être propriétaire, puisque la condition de propriétaire est la seule à même d'assurer la non-dépendance. C'est en ce sens que la propriété de soi se distingue par son caractère émancipateur, puisqu'elle se pense avant toute chose par opposition à la dépendance. En ce sens, un individu est capable de se déterminer lui-même à partir du moment où il est capable de s'approprier la nature par son travail. La propriété de soi découle ainsi de la propriété privée, la condition de propriétaire. Une continuité se dessine alors entre l'individu, son corps, son travail et le monde. Tous forment les différents éléments constituant une propriété de l'être humain et qui lui permettent d'exister en tant qu'individu. En ce sens, la théorie libérale préfigure la vision de l'individualisme moderne. Il est important de noter que cette vision de la propriété permet de penser et de légitimer un régime de domination sur base de la notion de propriété, car sont condamnés à la sujétion ceux ne disposant pas des ressources pour assurer leur indépendance. Nous pouvons ainsi voir que le travail a dès le début été pensé dans nos sociétés par opposition à la nature et intimement relié aux notions capitalistes de propriété privée et de valeur marchande. À partir du XIXe siècle, une dimension expressive est attribuée au travail, en plus de cette dimension instrumentale. Il devient le vecteur de la puissance créatrice collective et le lieu de l'épanouissement des individus. La vision marxienne du travail est porteuse de cette ambivalence. Elle perçoit le travail comme une activité mutilante et déshumanisante, mais c'est à travers le travail, lorsqu'il devient activité professionnelle, que transparaît l'épanouissement total de l'individu. En effet, un renversement dialectique s'opère lorsque le travail, l'Arbeit, se dissout dans la collaboration rationnelle des individus en vue d'une poésie collective qui n'a plus rien à voir avec le labeur d'individus sérialisés. Marx ira même jusqu'à inscrire la création de l'homme dans le travail humain en tant qu'il est l'expression de la singularité et de l'appartenance au genre humain de chacun. C'est donc à travers les relations interpersonnelles tissées dans le cadre de l'activité de travail, dans son rapport aux autres, que l'homme réaffirme sa sociabilité et sa nature profonde.
De sorte que l'une des choses fondamentales qui se joue dans l'acte de travail est l'articulation entre l'individuel et le collectif. Le travail permet d'accrocher la personne à un réseau de relations humaines, de l'accrocher à la société et au collectif en général. Nous pouvons ainsi faire nôtre la définition sociologique du travail comme rapport social fondamental. En effet, le travail s'effectue dans la sphère publique, en tant qu'activité définie, reconnue, demandée ainsi que rémunérée par d'autres. Le travail permet l'acquisition d'une existence et d'une identité sociale. Le travail salarié a donc permis en même temps de libérer les individus des structures sociales traditionnelles, tout en instaurant une nouvelle forme de dépendance aux forces du marché. De plus, le travailleur entre dans le processus de production en tant que simple force de travail, dépouillé de toute caractéristique personnelle, de toute personnalité, devant se soumettre à des objectifs qui lui sont étrangers et sur lesquels il n'a aucune prise. L'activité productive, ainsi comprise, n'est plus que l'unique moyen d'obtenir un revenu. Néanmoins, Néanmoins, le travail devient donc, avec l'émergence de la société industrielle, le facteur le plus important de socialisation, si bien que celle-ci se définira comme société de travailleurs. Avec le développement du droit du travail, ce rapport au collectif s'est vu codifié et assuré. D'une certaine manière, il a permis la synthèse entre les deux assignations du travail, contrainte et liberté. Le travail organise donc la rencontre entre la servitude et la liberté, où l'homme tend à devenir son propre esclave. Ainsi, dans le cadre du salariat, la subordination est compensée par des droits, des garanties et l'accès à une consommation dépassant l'assouvissement des besoins primaires. Le salariat s'est ainsi imposé comme une condition à même de rivaliser avec celle de propriétaire et du travailleur indépendant qui dominait jusqu'alors. Toutefois, les mutations actuelles du travail entraînant une transformation des conditions d'aliénation des travailleurs entraînent. Alors que l'on analysait les modalités d'aliénation dans les conditions de travail, la structure hiérarchique et bureaucratique, entraînant un délabrement du soi, aujourd'hui, ce délabrement du soi semble provenir plutôt de la précarité dans laquelle est plongé certains travailleurs qui évoluent en dehors des zones traditionnelles du travail. Ces travailleurs sont par conséquent dépourvus des régulations du travail salarié. De plus, le passage d'un travail industriel à un travail post-industriel a entraîné une profonde modification de la perception de ce qu'est l'autonomie dans le travail. Le travail industriel, qui a permis l'essor de la forme salariale, reposait sur la distinction entre travail salarié et travail indépendant, ainsi que sur l'idée de subordination des dirigés aux dirigeants. Le travail post-industriel, quant à lui, rompt le compromis fordiste et offre une nouvelle conception du travail dépassant l'opposition entre autonomie et soumission de la volonté. L'autonomie est alors envisagée dans L'autonomie est ainsi alors envisagée dans l'émancipation des contraintes tayloriennes. L'idéal d'autonomie dans le travail serait ainsi atteignable grâce aux nouvelles formes de travail du numérique souple, d'effet d'une subordination juridique et organisationnelle pyramidale développée hors du salariat. Il s'agirait de renouer avec les formes du travail libre du XIXe siècle qui ont précédé l'institutionnalisation du salariat, du capitalisme et de la révolution industrielle. Au travers de pratiques d'individualisation de la gestion du travail et des travailleurs, accompagnées d'une attaque du droit du travail et une banalisation des zones grises de l'emploi, il y a une fragilisation des supports collectifs de protection des travailleurs. Ainsi, loin de disparaître, la subordination se déplace en passant d'une subordination hiérarchique à une subordination économique qui fait voler en éclats les modérations de subordination contenues dans la protection sociale et le droit du travail. Ainsi, l'enjeu principal pour les travailleurs se situe désormais au niveau de cette subordination économique et aux moyens de la contrer. Nous nous retrouvons face à des travailleurs évoluant dans la société sans les protections dont bénéficient les autres catégories de travailleurs. Car la forme sociale, bien qu'elle ait longtemps été marquée par l'indignité et ait conservé une certaine dimension hétéronome héritée de l'ancien modèle de la corvée à laquelle elle succède, a néanmoins réussi à effacer les traits les plus archaïques de cette subordination. La porosité aujourd'hui visible entre individualisation des travailleurs et précarité met en évidence l'importance de la gestion collective de l'incertitude qui était opérée, et encore en général, par le droit du travail.
L'effacement de toute dimension collectiviste à l'autonomie semble instituer une société concurrentielle au sein de laquelle disparaît le lien au collectif. Robert Castel met en garde contre une bipolarisation des travailleurs et une dualisation de la société qui se fait de plus en plus saillante, je cite, entre ceux qui peuvent associer individualisme et indépendance parce que leur position sociale est assurée, et ceux qui portent leur individualité comme une croix parce qu'elle signifie manque d'attache et absence de protection. Fin de citation. Nous voyons aujourd'hui réapparaître l'enjeu d'établir une réelle sécurité d'existence par l'apparition d'une classe de travailleurs qui font l'expérience de la désaffiliation au sens de Castel, c'est-à-dire de travailleurs privés de supports sociaux d'existence. L'aboutissement de cette situation est une façon d'inexister, de devenir individu par défaut. Cette situation critique est la conséquence directe de la marchandisation du travail et de l'enracinement des individus dans un rapport de dépouillement de soi, qui mine l'aptitude des individus à la réflexivité et empêche tout rapport psychique réflexif, soit la dimension interne de l'autonomie. Pour que le travail soit une activité autonome, le travailleur doit être reconnu comme une personne sujette de droits et citoyenne. Cette conception du travail et du travailleur ne peut se généraliser qu'au travers d'une démarchandisation du travail. Cette démarchandisation du travail est une des conditions à ce qu'émerge une liberté dans le travail. Elle se fait aujourd'hui d'autant plus pressante face aux défis contemporains tant sociaux qu'écologiques. La démarchandisation du travail semble dès lors une étape nécessaire à l'émancipation humaine et par voie de conséquence à la sortie du capitalisme. Pourtant, cette idée de démarchandisation, bien qu'elle fasse l'objet de nombreux commentaires politiques, reste toujours floue. Notre propos est donc d'explorer deux voies prônant une démarchandisation effective du travail. Toutefois, la définition de la démarchandisation du travail reste un objet de discussion. L'économiste et sociologue danois Espen Andersen entend la démarchandisation du travail comme le fait de, je cite, donner à un individu la possibilité de continuer à satisfaire ses besoins fondamentaux et de maintenir un niveau de vie acceptable en dehors d'une participation au marché du travail. Fin de citation. Il s'agit donc pour un individu d'obtenir un service perçu comme un dû et de conserver des moyens d'existence sans dépendre du marché. Compte tenu des faiblesses de la définition d'Espen Andersen, notamment concernant le droit du travail, les mécanismes de rémunération des activités socialement utiles et non valorisées sur le marché du travail ou la promotion à l'accès au marché du travail par divers mécanismes de contrepartie, Élise Dermine et Daniel Dumont proposent pour leur part une nouvelle définition du concept de démarchandisation. Pour eux, il s'agit de l'ensemble des dispositifs qui visent à déconnecter le revenu de la valeur d'échange du travail sur le marché de l'emploi, afin d'accroître l'autonomie individuelle. Ainsi, la démarchandisation du travail semble être une voie féconde vers l'émancipation des travailleurs, puisqu'elle contient en elle un double projet d'endiguement de la logique marchande dans le travail et d'émancipation collective. Deux propositions promouvant la démarchandisation se dessinent aujourd'hui. La première est celle de l'État social et d'une refondation de celui-ci, et de son renforcement, de son réajustement au vu des circonstances actuelles. Tandis que la seconde est celle de l'allocation universelle. Alors, bien entendu, l'allocation universelle est une idée plurielle qui regroupe sous cette appellation différents projets ayant pour horizon des mondes bien distincts. Nous entendons ici uniquement les propositions de revenus de base se donnant les moyens d'une libération des travailleurs, quelle qu'elle soit. L'État social, lui aussi, n'est pas homogène. Étant fortement indépendant du contexte national, chaque État social diffère. Au-delà du fait que parmi ces deux voies, l'une soit réellement existante, fasse partie intégrante de nos architectures institutionnelles occidentales, même si fragilisées, tandis que l'autre, bien que théoriquement solide, ne jouisse pas encore d'expériences concrètes à grande échelle à son actif, leur majeure divergence se situe au niveau de leur portée. Nous avions identifié deux écueils à l'autonomie dans le travail aujourd'hui, la propriété privée et le productivisme, intimement liés à l'imaginaire libéral capitaliste. L'État social va pour sa part fonder une figure alternative à la propriété privée et dégager une logique de démarchandisation du travail par cette brèche. L'allocation universelle, quant à elle, entend se défaire du problème productiviste en matérialisant le droit à un revenu déconnecté du travail qui permettrait aux individus de se dégager de l'impératif du travail productif.
Ainsi, ces deux solutions proposent deux types de supports différents, la propriété ou le revenu. Il s'agit alors de trouver un modèle qui permette à la fois de protéger les travailleurs dans leur ensemble et de les décharger du poids de l'angoisse du revenu en leur assurant une sécurité d'existence et d'institutionnaliser des relations de travail non aliénantes. L'État social est cette institution occidentale construite autour de trois piliers, que sont la sécurité sociale, les services publics et le droit du travail. Ces trois piliers permettent à l'État social de poursuivre l'objectif politique qui est le sien, émanciper les individus par la démarchandisation des supports d'existence. Il s'agit ainsi de démarchandiser la reproduction sociale par l'accès aux soins de santé et l'éducation et la production économique au moyen des cotisations salaires. L'État social est le déploiement institutionnel de la notion de propriété sociale. La propriété sociale a été la solution trouvée à la fin du XIXe siècle à la contradiction fondamentale de la propriété, devenue support nécessaire à la citoyenneté, comme nous l'avons vu précédemment chez Locke, mais dont la majorité des individus étaient exclus. La propriété sociale a été alors introduite comme un support d'existence, ne provenant non pas d'un patrimoine, mais d'un système de protection construit sur base d'un travail. Par conséquent, il s'agit d'une forme de réappropriation par les travailleurs du produit de leur travail sous la forme de protection sociale, de services publics et de biens collectifs. La propriété sociale a ainsi permis aux travailleurs d'échapper à la misère, à la dépendance et à de la déchéance sociale. Il s'agit donc d'une voie médiane entre l'hégémonie de la propriété privée et le collectivisme révolutionnaire. La propriété sociale agit comme un support collectif, un substitut de propriété privée. Elle permet la mise à disposition de ressources pour ceux ne détenant pas de patrimoine. Concrètement, la propriété sociale consiste en un droit d'accès à des biens et des services collectifs à finalité sociale. Elle permet ainsi d'assurer la sécurité des membres d'une société par la création d'une unité et d'une interdépendance sociale. La notion de propriété sociale ne remet pas en question la propriété privée elle-même, sinon l'absence d'accès à celle-ci pour une partie de la population. La propriété sociale symbolise la régulation de la propriété privée au nom de la justice sociale. Elle instaura l'accès à un minimum de propriété comme ressource nécessaire pour accéder à la citoyenneté. Ce minimum de propriété permet, toujours en suivant la conception libérale, l'indépendance de l'individu sur le plan économique et social. C'est sur ce fondement idéologique qu'a été érigé l'État social. Nous pouvons donc aisément y distinguer une assimilation et un détournement des conceptions bourgeoises et capitalistes concernant la propriété privée dans une perspective sociale. Il est également important de noter qu'au-delà d'une adéquation entre propriété privée et propriété sociale, l'État social fonctionne sur un mode productiviste. En effet, la croissance économique permet le fonctionnement du système redistributif de l'État social. De plus, c'est la participation à cette croissance économique qui ouvre l'accès aux protections matérielles et immatérielles de l'État social. Néanmoins, un élément radical et révolutionnaire y est présent, la socialisation des principaux risques sociaux d'existence. Grâce à la cotisation sur salaire, l'État social finance des emplois non productifs et situés en dehors du marché du travail, car ils sont jugés comme socialement essentiels. La cotisation permet alors d'extraire de la logique marchande toute une série de travailleurs. Nous pensons évidemment aux fonctionnaires, mais aussi au personnel hospitalier et aux enseignants. Toutefois, cette logique est aujourd'hui battue en brèche en raison de la privatisation tant des soins de santé que de l'enseignement. L'État social fait ainsi cohabiter deux logiques antinomiques. La logique capitaliste du travail marchandise, créateur de richesses et de l'accroissement illimité des biens, et la logique solidariste et anticapitaliste qui érige des frontières à l'appropriation privée et à la marchandisation de l'activité humaine. C'est ainsi qu'il poursuit en même temps un objectif de développement de l'autonomie des travailleurs et un objectif de croissance économique assimilé à un progrès social qui limite au marché le lieu possible de cette autonomie des travailleurs. Cette ambiguïté se retrouve dans le droit social, qui est un droit protecteur, mais construit à partir de figures juridiques proprement capitalistes que sont le travail subordonné et le contrat de louage. Ainsi, en droit social, le travail reste une marchandise puisqu'il est appréhendé comme une activité abstraite faisant l'objet d'un échange. Toutefois,
L'objectif du droit social, que ce soit le droit du travail ou le droit de la sécurité sociale, est d'émanciper l'individu du statut de marchandise, tout en construisant et protégeant sa liberté. Dans ce cadre qu'il construit, le droit social ne transforme pas le fondement de la relation de travail qui reste la subordination, mais celle-ci se voit régularisée et stabilisée. Par ailleurs, l'État social a été créé et institutionnalisé par le Pacte 45. Ce dernier instaure une réelle sécurité pour les travailleurs. Toutefois, cette sécurité est obtenue en contrepartie de l'obéissance des travailleurs. Ils renoncent à leur autonomie dans le processus de production. De plus, les institutions sociales revêtent toutes des caractéristiques disciplinaires et bureaucratiques. Nous nous référons ici tant à l'école, l'hôpital que l'asile ou même la famille. L'État social établit ainsi une société salariale. Cependant, bien que contraignant et déplaisant, le travail salarié libère le travailleur du cloisonnement au sein d'une communauté limitée, fonctionnant uniquement au moyen de rapports interindividuels privés et donc fortement personnalisés. Le travail salarié permet en ce sens d'organiser la solidarité telle que la conçoit Durkheim, soit un projet d'organisation rationnelle de l'interdépendance face au risque de l'existence des différents groupes sociaux. De cette manière, l'État social s'inscrit pleinement dans l'idée durkheimienne d'interdépendance sociale. L'État social porte ainsi en lui les prémices d'une démarchandisation du travail, mais tout en continuant à promouvoir les idées de propriété privée et de productivisme. Pour sa part, l'allocation universelle est une idée relativement récente. Elle est devenue ces dernières années un véritable enjeu politique et fait l'objet de débats depuis les années 80, avec une place grandissante qui en fait est principalement le fait pour les milieux francophones de Philippe Van Parijs. L'allocation universelle a revêtu de nombreuses appellations telles le revenu d'existence, revenu garanti, revenu de base ou revenu universel. Ces variations terminologiques recouvrent ainsi de grandes variations idéologiques et morphologiques. Derrière ces variations se cache un nombre de projets différents, aux ambitions toutes différentes. Deux tendances sont toutefois distinguées. Tout d'abord, nous avons les tendances dites de droite, s'inspirant de l'impôt négatif de Milton Friedman. Ce dernier cherche à soulager la misère générée par le chômage et le sous-emploi en distribuant un revenu fixe à toute personne vivant sous le seuil de pauvreté. L'objectif poursuivi est de relancer l'économie tout en évitant la collectivisation des revenus et en s'affranchissant de la bureaucratie et de la sécurité sociale. Ensuite, nous avons les tendances dites de gauche qui poursuivent l'objectif de l'accès aux moyens d'une vie décente en dehors du travail marchand. Nous nous référons donc aux propositions d'allocation universelle relevant de la deuxième tendance. Ces dernières s'axent autour d'un même principe. L'allocation universelle, quelle que soit sa forme ou son nom, est un revenu inconditionnel, universel et individuel. En d'autres termes, il s'agit d'un revenu versé à tous les membres d'une communauté politique, indépendamment de leur situation familiale ou professionnelle et de leurs revenus. Enfin, cette deuxième tendance de l'allocation universelle se caractérise par le fait qu'elle ne s'oppose pas à l'État social en tant que tel et n'envisage pas de le remplacer purement et simplement, ainsi que toute forme de protection sociale, par un revenu de base. L'allocation universelle, comme l'État social, inscrit en elle deux voies complémentaires, celle de la démarchandisation du travail et celle de l'émancipation collective. Néanmoins, au contraire de l'État social, l'enjeu principal est de permettre aux individus de choisir leur vie en se défaisant de la centralité du travail. Les partisans de l'allocation universelle estiment que l'instauration d'un tel revenu permettrait un arbitrage entre la valeur d'usage du temps humain et sa valeur d'échange. L'allocation universelle est donc un revenu déconnecté du travail qui permettrait la mise en commun des richesses socialement produites dans une économie capitaliste au sein de laquelle la rétribution du travail est nettement inférieure à la valeur produite et où la redistribution est grippée. L'instauration d'un revenu de base permettrait également aux individus de s'engager plus facilement dans des activités socialement plutôt qu'économiquement utiles. L'allocation universelle, notamment telle qu'elle est pensée par André Gorz, est voulue comme un outil permettant le dépérissement des rapports marchands et l'avènement d'une société où primerait la coopération non marchande.
Elle doit ainsi être pensée à l'aune du triptyque formé par le revenu d'existence, la diminution du temps de travail et le déploiement des activités autonomes. En effet, pour Gorz, l'allocation universelle qui permettrait... J'ai sauté une ligne. Oui, non, c'était juste. En effet, pour Gorz, l'allocation universelle qui permettrait l'avènement d'une société du temps libéré est en opposition profonde avec la valorisation du travail et de la production. Le travail salarié, hétéronome, ne peut susciter l'épanouissement personnel et celui-ci ne peut se trouver qu'au travers d'activités libres et autonomes. Or, l'injonction au travail productif empêche les individus de s'engager dans ces activités non marchandes. La libération du temps humain est ainsi une nécessité qui doit se coupler avec l'assurance d'un revenu suffisant d'existence. Sans ce dernier, l'humain n'est pas en mesure de se détacher du travail productif pour assurer sa sécurité. L'allocation universelle appelle ainsi à la réorganisation du temps dans nos sociétés. Par conséquent, les deux voies de démarchandisation sont, comme nous l'avons vu, ambiguës et incomplètes. Certes, la sécurité sociale organise collectivement, grâce aux cotisations, la solidarité face aux risques de la vie sociale. Le droit du travail impose des limites à la logique marchande et à l'hétéronomisation des individus, et les services publics assurent l'accès aux ressources sociales. L'État social permet également d'organiser collectivement la solidarité et de dispenser un salaire lorsque nécessaire, ainsi qu'à certaines catégories de travailleurs ne provenant pas d'activités productives. Néanmoins, l'État social ne se dégage que partiellement de l'imaginaire libéral et reste tributaire du productivisme et de la propriété privée. Par ailleurs, le chemin pris par l'État social actif opère un retournement de la mission de démarchandisation des individus les plus exposés, vers au contraire une aide, voire une contrainte à l'intégration ou à la réintégration du marché du travail. Il suit donc pleinement le schéma libéral de prévention de la dépendance et de l'existence par soi-même, excepté qu'il prévoit d'autres voies à défaut du patrimoine. Quant à l'allocation universelle, sa perspective est celle d'une démarchandisation de certaines activités humaines, mais non pas celle des activités de travail. En termes d'émancipation des individus, la libération du travail productif concomitante au développement d'activités autonomes offre des perspectives intéressantes qui pourraient amener un réel changement dans nos sociétés. Toutefois, le travail reste ici cantonné à la sphère de l'hétéronomie. Persiste donc avec l'allocation universelle le problème de l'abandon du travail. En voulant libérer les autres activités humaines, les tenants de l'allocation universelle acceptent que le travail se flétrisse un peu plus chaque jour et abandonnent l'idée de faire du travail une activité autonome. Ainsi, l'allocation universelle relaie le travail au sein de la sphère de l'hétéronomie. Or, nous ne pouvons pas concevoir une démocratie au sein de laquelle l'activité de travail ne soit pas démocratique. La première raison est que le travail est absolument indissociable de la vie sociale. Travailler revient à vivre en société. Travailler, c'est faire l'expérience quotidienne de l'autre et de notre manière de vivre avec cet autre. Deuxièmement, et ici je m'en réfère à Christophe Dejour, le travail n'est pas neutre vis-à-vis de la démocratie, ou bien il contribue à entretenir et à développer l'exercice de la démocratie, ou bien il la détruit. De plus, des statistiques démontrent que le comportement civique est corrélé à l'autonomie au travail. En effet, les quelques travaux empiriques portant sur l'imprégnation autoritaire de la sphère civique par la sphère du travail tendent à démontrer une corrélation entre autonomie dans le travail et participation politique. Les données statistiques montrent également que les travailleurs dont l'autonomie a le plus reculé sont les mêmes individus dont la participation politique a le plus diminué. La diminution quantitative du travail, potentiellement bénéfique à bien des égards, ne peut être désirée sans amélioration qualitative de celui-ci. L'allocation universelle présente également un réel risque de renforcement plutôt que d'atténuation du phénomène de dualisation de la société. Une forte probabilité est que celle-ci augmente la scission déjà existante entre personnes productives et personnes improductives. D'une certaine manière, en abandonnant l'exigence du travail productif, l'allocation universelle condamne potentiellement les personnes actuellement éloignées de la sphère publique du travail à rester définitivement recluses dans la sphère privée.
Cette réclusion des individus et ce risque de repli sur soi, de privatisation, va à l'encontre d'une émancipation des individus posant effectivement les choix de leur existence. De plus, l'allocation universelle ne se réfère plus à la solidarité et par voie de conséquence risque de la désincarner en proposant uniquement une solution fiscale aux problèmes sociaux. Par ailleurs, tant l'État social que l'allocation universelle font face au problème de la persistance du capitalisme. L'État social ne propose pas à l'heure actuelle une réflexion sur la création d'un système social basé sur le travail qui soit différent du capitalisme. Concernant le revenu de base, il est soit pensé comme une voie capitaliste vers le communisme, et c'est ce que disait donc Van Parijs à partir des années 80, un peu moins maintenant, soit comme réponse aux crises économiques, monétaires, énergétiques et climatiques actuelles. De plus, toutes les versions anticapitalistes du revenu de base envisagent la sortie de celui-ci comme une conséquence à long terme au niveau des mentalités qui proviendra du potentiel transformateur de l'allocation universelle qui aura bouleversé les règles du salariat. Ainsi, tant l'État social que l'allocation universelle restent pensés au sein du capitalisme. Néanmoins, la déconnexion du revenu du travail revient à accepter l'impossible réalisation d'un retour au plein emploi. Il s'agit donc alors de repenser l'équation entre travail productif et revenu. Reconnaître collectivement comme travail socialement utile des activités non productives et les rémunérer comme telles permettrait de se dégager en partie du prisme uniquement économique par lequel on perçoit aujourd'hui le travail. L'allocation universelle a le mérite de forcer le débat sur la nécessité de faire du travail une activité et une question politique. Cependant, la surindividualisation de l'allocation universelle et l'abandon collectif du travail comme lieu démocratique et émancipateur restent un obstacle à l'émancipation des individus. Cela revient à séparer définitivement les sphères de l'économie et du social pour faire de la première une sphère autonome sur laquelle le droit collectif et la politique n'a que peu d'emprise. Au contraire, il revient de soumettre l'économie à la politique et d'en faire un outil collectif au service du bien commun. De plus, l'impératif écologique exige que nous imposions collectivement des limites à l'activité humaine, que nous redéfinissions nos fonctionnements en tant que société humaine parmi le non-humain. Ceci ne peut se faire en laissant libre cours à la logique productiviste. Un débat collectif quant à l'autolimitation de l'humain doit se faire et le travail doit être le premier lieu, puisque de tout temps, c'est à travers ce travail que l'humain a façonné le monde. Certains envisagent même le droit du travail comme lieu et outil privilégié pour mener une réflexion démocratique sur le dégagement de l'impératif productiviste. En conclusion, nous pouvons affirmer que l'émancipation des individus et par conséquent des travailleurs ne peut se faire qu'au travers de supports collectifs d'existence. L'impératif de soutenabilité écologique exige de nous une pensée collective sur notre fonctionnement en tant que groupe humain. Nous ne pouvons cependant pas réévaluer notre place en tant qu'espèce parmi d'autres si nous ne sommes pas capables d'élaborer une réflexion et une pratique solidaire en tant qu'humains parmi d'autres. Le changement qu'il nous revient d'accomplir doit se faire dans un mouvement de solidarité et de respect envers l'autre de notre société, l'autre des autres sociétés et l'autre non-humain. L'État social et l'allocation universelle renforcent sur différents plans l'autonomie des individus, leur sécurité d'existence et présentent des visions de la société partiellement démarchandisées. Cependant, aucune de ces deux visions, prises de manière à part entière, n'est pleinement satisfaisante. De plus, aucune ne répond à l'heure actuelle au problème de la subordination. Merci de m'avoir écouté. Merci Adam, merci Luna pour nous avoir éclairé sur l'intrication entre notre architecture sociale et nos systèmes démocratiques. Comment réconcilier en effet travail et démocratie? Comment lier croissance économique et état social? Mais quitte de cette croissance, est-ce que ce n'est pas illusoire aujourd'hui de penser encore à la croissance, ou en tous les cas à une croissance illimitée? Mais c'est un autre débat, probablement.